On va continuer et terminer une dernière table ronde avant ensuite d'aller se faire du bien pour aller voir les photos du Festival Lagacilly. Je vais avoir le plaisir d'accueillir une bonne représentation pour le coup de notre territoire breton, puisqu'on va parler à la fois de Landerneau, de Rennes et de Nantes, pour ne pas parler chiffres effectivement, mais plutôt rayonnement de territoire, culture. Voilà, je vais appeler donc Marie-Pierre Battani, qui est la directrice du fonds Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau. Voilà, je vais appeler également Corinne Poulain, qui est la directrice de l'équipement des champs libres de Rennes. Et je vais appeler Guillaume Beignet, que je ne vois pas, qui est le responsable des partenariats pour le voyage à Nantes, sachant que Jean Blaise aurait bien voulu, je pense, être avec nous, mais il était retenu sur un autre événementiel. Je vais reprendre ma tablette. Je vous en prie, asseyez-vous. Et vous avez un micro chacun, normalement, puisque moi, je suis déjà équipée. Et je vous laisse Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Donc, Rennes, Nantes, Landerneau, on est presque Brest. Là, on est bien sur notre Bretagne historique, à 5 départements. On va parler effectivement culture avant et post-Covid. La première chose qui m'intéresse, c'est la diversité de vos trois structures, qui sont sur des modèles économiques et des modèles statuts très différents. Peut-être commencer avec vous, Marie-Pierre, sur qu'est-ce que c'est déjà un fonds de dotation pour la culture. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, micro vert. Il y en a un qui est ouvert ici, sinon il y en a un autre. Hop, on peut échanger. Voilà, celui-ci, on va voir. Bonjour à toutes et tous. Merci Cécile pour cette question. Et effectivement, le fonds Hélène-Édouard Leclerc est un fonds de dotation, ce qui est un statut très particulier, un statut juridique en vérité, qui permet de mobiliser des moyens financiers privés et de les investir dans des actions reconnues d'utilité publique. C'est ce qu'on fait. Et donc la fonds de dotation pour la culture, dès le départ, évidemment, il y a une direction, ça c'est le statut juridique. Ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est qu'est-ce que vous y faites à ce fonds de dotation? Michel-Édouard Leclerc réunit autour de lui un ensemble d'adhérents du mouvement Leclerc, il y a maintenant bientôt 8 ans. Et ensemble, il fédère l'ensemble des acteurs du mouvement Leclerc, donc 550 patrons de magasins, pour porter une action forte et surtout centralisée, mais à Landerneau, dans un lieu d'histoire qui fait à la fois patrimoine pour Landerneau, mais histoire pour le mouvement Leclerc, et d'y déployer un ensemble d'actions et d'activités en rapport avec la promotion de la culture et à destination de tous les publics. Donc, dans le sillage de ce que Jean-Michel Le Boulanger rappelait tout à l'heure, en vue d'une meilleure et d'une plus grande toujours accessibilité à l'art pour tous, portée par cette volonté de Michel-Édouard Leclerc d'ancrer ce geste très très fort au sein des nombreuses actions qui sont portées par le mouvement Leclerc par ailleurs, mais à Landerneau. Alors ça, dans l'intention, ça peut être très bien. Après, de décider de s'installer à Landerneau parce que c'est cohérent avec l'histoire de l'entreprise. Maintenant, quel pari est-ce quand on se met à quelques encablures d'une métropole comme Brest, d'aller choisir de s'installer à Landerneau, de partir sur des expositions avec une thématique figuration narrative comme ça, qui peut être un peu absconce pour la population, être là toute l'année. Donc comment est-ce qu'on relève le pari pour la population présente, puisque ce n'est pas que touristique, et avec des noms tout de suite qui vont très très haut, Giacometti, Picasso, Dubuffet, j'en passe, et des meilleurs. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Jacques Rocher hier soir et d'échanger sur ce qui donne le sens à l'action qui est menée à travers ces grandes actions, le Festival de Lagacilly, le fonds Hélène-Édouard Leclerc et d'autres sur le territoire. Mais la question du lieu et de la nécessité de porter ces projets dans ce lieu, pour nous, Landerneau, ça fait complètement partie d'une histoire qui précède en fait l'action qu'on va y porter. Donc le fonds Hélène-Édouard Leclerc, dès lors que l'idée a émergé pour Michel-Édouard Leclerc et que tout le monde s'accorde à y trouver l'intérêt de ce qui va y être déployé, son inscription, son ancrage dans le Landerneau s'impose. Bien sûr, on avait un équipement, enfin ce qui est devenu un équipement, c'est la grande halle d'exposition du fonds,
Mais le fond, et on parle aujourd'hui de rayonnement territorial, le fond, ce n'est pas que ce qu'on fait au fond, c'est ce qui est raconté de ce qui se passe au fond, c'est comment le fond aujourd'hui raconte d'autres histoires ailleurs. Le Fonds Hélène-Édouard Leclerc de Landerneau sont des projets en coopération avec d'autres villes et même au-delà de la Bretagne. Et ce qu'on fait venir à Landerneau, vous vous rappelez peut-être tous d'avoir vu Giacometti, d'avoir vu Picasso, Miro, Dubuffet, Moore, Velikovic cet hiver ou Bilal maintenant. Ce sont des projets qui sont construits, qui sont rendus possibles précisément parce qu'on est à Landerneau à la croisée de tous les autres chemins et qu'on vient à la fois de partout pour bâtir ces projets et puis pour voir ces expositions. Donc tout ça, tout est dans tout. Alors, je crois quand même que la médiation, pour le coup, est quand même au centre du projet parce que justement, le but, c'est d'accueillir, on va le voir aussi avec Nantes et Rennes, mais d'accueillir un public familial, un public pas forcément un public habitué comme à Paris où on peut dans une journée faire 3-4 musées. Là, si les gens viennent à Landerneau, il y a une distance, ou alors c'est parce qu'on y habite. Donc on n'est pas forcément aguerri à cet art qui peut être en plus de l'art abstrait, de l'art qui est porté et chargé en histoire. Comment est-ce qu'on travaille avec un public justement très ancré sur son territoire, un public qui peut être rural aussi ? Je crois que le pari réussi de Landerneau, c'est qu'il fédère d'abord des publics locaux. C'est la Bretagne qui vient voir les expositions de Landerneau. Et c'est ça, en vérité, la plus grande fierté notre plus grande fierté. Bien sûr, d'autres visiteurs viennent de partout. Et ça, c'est très lié à des mécaniques touristiques en Bretagne. Et on apporte aussi notre pierre à cet édifice en faisant venir dans ce bout du Finistère pour les expositions qu'on y amène et ces grands rendez-vous qui viennent s'inscrire sur une carte nationale et internationale des grands rendez-vous d'art, mais comme d'autres événements ici et comme vous allez nous en parler. Enfin, je pense que Nantes est un très bon exemple pour ça. Rennes est une ville culturelle qui porte des programmes aussi de très grand intérêt. Mais c'est vrai que quand on dit que le Fonds Hélène-Édouard Leclerc doit être l'outil de l'accessibilité à l'art pour tous, on est déjà dans l'imagination d'un outil de médiation où tout est rivé vers la médiation. Donc chacune de notre actions est une action de médiation et ça va se décliner ensuite à tous les endroits de ce qu'on fait. Alors bien sûr au contact le plus proche des publics avec les services de médiation, avec tout le dispositif qu'on va mettre à disposition du moment de l'exposition, mais bien au-delà, on est un outil complètement tourné vers ces publics, donc tout fait médiation. Alors Corinne Poulain, c'est vrai que vous êtes directrice d'un équipement qui est pluriel, puisqu'il y a un musée, une médiathèque, un espace des sciences, et puis des expositions et des événements temporaires. Donc avec des stratégies qui sont, j'imagine, un peu différentes les unes des autres, et en même temps, comme Marie-Pierre le disait, un public qui est très ancré à son territoire, puisque la médiathèque, on ne cherche pas à avoir forcément des usagers touristiques, mais plutôt bien le territoire. Comment est-ce qu'on envisage des stratégies de médiation et d'accessibilité comme ça auprès de tout le monde sur un équipement aussi hétéroclite ? Alors l'équipement est en effet, bonjour à tous, en effet l'équipement est hétéroclite peut-être de l'extérieur, mais il est issu d'une volonté politique, d'une histoire, pour reprendre ce que vous disiez, c'est le pari que ces établissements ont quelque chose à se dire, un musée de Bretagne, une bibliothèque, un espace des sciences, parce qu'ils offrent tous des clés de lecture du monde contemporain. Donc ça s'inscrit dans une ambition éducative, démocratique d'emblée. C'est un peu, moi j'aime bien le présenter comme ça, le service de la culture de base, ce qu'on souhaite offrir à tout citoyen d'un territoire pour exercer sa fonction démocratique. Le service minimum. Pardon ? Le service minimum, ouais. en quelque sorte. Et du coup, en effet, nous sommes un service, nous, pour faire le pendant, en régie directe. Ça veut dire que nous ne dépendons pas de recettes propres, ce qui fait que dans la période, je le cite aussi par solidarité pour les collègues qui ne sont pas dans cette situation, nous sommes très privilégiés, avec un devoir de solidarité justement à maintenir les contrats,
à payer même les services non faits. Il y a une tolérance quand même qui s'est exercée même par l'État pour nous l'autoriser, parce que la compta publique, autant vous dire que nous laisse très très peu de liberté en temps normal. Voilà. On est en régie directe avec la spécificité d'accueillir quand même une association, mais ça aussi c'est l'histoire. On pourrait se dire que c'est une aberration, mais il y avait une histoire associative très forte, avec un CA très fort. Et donc, pour moi, tout le défi des champs libres, c'est justement de créer une collégialité différente, de ne pas se dire que le sens dépend d'une seule personne, mais qu'au contraire, les défis que nous avons à l'échelle de cet établissement, comme de la société, c'est de construire quelque chose ensemble. Donc c'est en ce sens que nous travaillons au quotidien pour les habitants de la métropole, en effet, avec du coup une limite, si on regarde les choses à un premier niveau, à notre capacité à participer à une politique d'attractivité territoriale qui vise plutôt à faire venir des gens de l'extérieur. Aujourd'hui, la bibliothèque, c'est 800 000 visiteurs par an et les champs libres, plus globalement, 1 200 000 personnes. Mais bien entendu, cette question de l'attractivité que vous avez posée en introduction nous intéresse et j'aurai peut-être l'occasion de dire pourquoi. Juste une question, sans vous faire sortir de votre devoir de réserve. Vous avez eu un article dans le magazine Breton qui disait que vous aviez eu donc un passage au ministère de la Culture, mais que vous ressentiez effectivement le besoin d'être un petit peu proche du terrain pour sans doute davantage évaluer les décisions et leur impact sur le quotidien. Il y a un vrai besoin pour vous justement de cet ancrage direct avec le public. Alors je dirais que mon passage au ministère de la Culture j'ai pas commencé par là. J'ai toujours travaillé, on va dire, sur le terrain, et d'ailleurs j'ai été appelée la conseillère terrain quand j'étais au cabinet de ministre, parce qu'en effet, dans les cabinets ministériels, et Jean-Michel en a fait l'expérience, on a souvent très peu de personnes qui ont une expérience réelle de la façon dont, au quotidien, se construit la culture. Il n'y a pas de génération spontanée de la culture. Et il y a des hommes, des femmes, il y a des opportunités, il y a des connivences. Il faut beaucoup de choses pour qu'un festival comme le Festival des RIA dont on parlait, par exemple, ne pourrait jamais avoir lieu sur Rennes Métropole. Il faut qu'il y ait une histoire avant, des gens qui se rencontrent, il faut tout ça pour que ça naisse. Et bien entendu, quand on n'a jamais travaillé concrètement, quand on parle d'éducation artistique sans avoir soi-même jamais assisté à ce que c'est, savoir ce que c'est que un gamin qui écoute, une classe face à soi, voilà, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est pas une façon d'avoir envie de me confronter au terrain, c'est parce que la culture, elle se crée sur le terrain. Donc si on s'intéresse aux questions culturelles, c'est bien sur les territoires qu'on a envie de travailler. Alors, si on se dirige un petit peu plus sur Nantes, pour le voyage à Nantes, on est encore sur quelque chose de très différent, et dans la structure dont vous allez nous parler, et parce que c'est à la fois un événementiel, mais au long cours, on va dire, parce qu'il s'installe pour plusieurs mois, des installations qui peuvent en plus devenir pérennes sur la ville de Nantes, et c'est les habitants eux-mêmes, d'ailleurs, qui parlent de voyage à Nantes, finalement un voyage immobile, puisque certains sont déjà extrêmement implantés, mais je crois aussi que c'est quand même votre cible. Alors déjà, je crois, rappelez-nous juste la structure du voyage à Nantes, qui est pas tout à fait ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public, c'est encore un peu différent. Bonjour tout le monde. Est-ce que, pour comprendre en fait ce qu'est le voyage à Nantes aujourd'hui, c'est important de faire un petit pas en arrière pour l'historique? Est-ce que je peux me permettre cette parenthèse? Oui. Donc oui, le voyage aujourd'hui, c'est 30 ans de politique culturelle derrière. Il y a un gros bagage indissociable de Jean-Marc Ayrault et de Jean Blaise qui l'ont vraiment construit ensemble. Si on regarde la ville, il y a 30 ans, donc fin des années 80, une ville déjà déformée 2 fois, les comblements de la Loire et de l'Erdre pour laisser place à la voiture, les bombardements, et enfin, fin des années 80, la fermeture des chantiers navals, donc poumon économique de la ville. Donc une ville qui ne fait pas le figure finalement à cette époque-là, où Jean-Marc Ayrault arrive à la mairie, et se dit il faut que je redynamise, que je reconstruise la ville. Et pour ça, il faut que je change son image aux yeux de ses habitants, mais aussi aux yeux de l'extérieur.
avec une conviction, et donc on le dit beaucoup aujourd'hui. La sienne à l'époque, c'était la culture. On va porter un projet culturel pour reconstruire, en tout cas redonner envie, réenchanter la ville. C'est là qu'il rencontre Jean Blaise et qu'il démarre ce que moi j'appelle le réveil. Finalement, c'est un événement qui était les Allumés de 90 à 95, 6 éditions, un festival dans les rues et dans les friches qui invite l'avant-garde artistique de villes étrangères, de villes bien plus importantes que Nantes. Donc Nantes se met sur la pointe des pieds pour essayer d'être à la hauteur. Et donc on a du spectacle vivant, Royal de Luxe notamment a commencé vraiment à ce moment-là. Et on est à Nantes, dans une ville où on s'ennuie un peu, et on voit pendant cet événement un type passer qui a transformé un trône de toilette en scooter et qui est là pour animer la ville. Et il se passe quelque chose en fait. On est décalé, on étonne, on surprend. Et c'est tout le pas de Jean Blaise de travailler dans l'espace public, aller chercher les gens, sortir l'art des structures, casser les barrières, aller vraiment au contact et laisser parler les artistes. Je reprends le fil, excusez-moi. Les Allumés. Donc ça c'est le réveil jusqu'à 95. On arrive ensuite en 2000 où Jean Blaise ouvre le lieu unique, une scène nationale atypique. Donc théâtre, musique et danse, exposition. Mais en fait, quand on rentre dedans, déjà on est dans une friche, une ancienne friche, c'est l'usine Lefebvre-Utile, donc les petits beurres lus, en centre-ville, près de la gare. On rentre dans ce lieu, on rentre dans un lieu de vie en fait. On rentre dans un bar, on rentre pas dans une salle de spectacle. C'est que après avoir regardé, qu'on se rend compte qu'on est dans un lieu culturel. Il a toujours cette envie d'ouvrir les lieux sur la ville. Du réveil, on est passé finalement à ce qu'on pourrait dire un rayonnement. Et on a commencé à travailler l'aménagement. C'est en 2007, pour accompagner finalement la création d'un pôle métropolitain à Nantes-Saint-Nazaire. Toutes les communes entre Nantes et Saint-Nazaire, toutes du même bord politique, c'est important, veulent marquer le lien entre les deux villes. Et demandent à Jean Blaise de réfléchir à une manière de le marquer. Évidemment, il va se tourner vers l'artistique, et là, il demande à des artistes internationaux d'art contemporain très reconnus de venir sur place et interpréter le territoire à leur manière. Donc on leur fait confiance. Et on se rend compte qu'en fait, en se laissant surprendre par les artistes et en leur laissant la place, c'est-à-dire en installant des œuvres pérennes au bord de la Loire, dans toutes les villes, on crée une appartenance pour les locaux, mais aussi un intérêt des gens du coin et peut-être aussi de touristes français, voire étrangers. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, on peut peut-être rayonner avec notre culture. Et c'est là qu'on arrive au Voyage à Nantes, créé en 2011, un peu sur le même principe qu'Estuaire. Mais ça, je vais vous en parler après. D'abord, la structure, parce que c'était la première question. Le Voyage à Nantes, c'est une société publique locale. Donc c'est comme une société de droit privé, mais avec des actionnaires publics, qui sont aujourd'hui principalement la métropole, puis la ville de Nantes, bien sûr, le département, la région, des communautés de communes d'Estuaire, ainsi que du vignoble. Donc c'est une gouvernance qui est donc mixte. Il y a un conseil d'administration qui est occupé par toutes ces communes. Donc on peut dire oui. Après, une direction générale confiée à Jean Blaise qui porte finalement la stratégie, qui propose. Donc c'est une société. Okay. En termes de mission, c'est simple. Le Voyage à Nantes, c'est la promotion touristique de Nantes Métropole basée sur une offre artistique et culturelle. C'est la mission. On fait venir des touristes en se vantant d'une offre culturelle intéressante. En termes de périmètre, on a regroupé finalement des pôles culturels phares de la ville, le château des Ducs de Bretagne, les machines de Lille, ainsi que toute la partie de tourisme qui regroupe les parcours artistiques, donc notamment Estuaire. Ce qu'on appelle la ligne verte, c'est finalement le parcours artistique d'œuvres pérennes et éphémères dans la ville. On a également initié un parcours dans le vignoble et un parcours en Bretagne qui va jusqu'à Saint-Malo.
Donc ça, c'est le périmètre d'activité qui donne lieu à des délégations de services publics au nombre de 3. En termes de chiffres, c'est 300 salariés aujourd'hui, c'est un budget de 30 millions d'euros par an. Pour parler de l'événement Voyage à Nantes, c'est donc l'activation finalement événementielle l'été, en juillet-août, en inaugurant des œuvres éphémères ou pérennes dans la ville, mais aussi en promouvant toute l'offre culturelle de la ville, parce qu'on n'est pas les seuls évidemment à agir. Il y a plein de salles, il y a plein de choses. Donc nous, on est là pour mettre en avant, mettre en promotion. Donc les atouts, finalement, c'est une offre conséquente et surtout un outil de promotion qui est l'office de tourisme, qui a été intégré finalement au Voyage à Nantes et qui donne une force de frappe et qui permet d'aller rayonner en France et à l'étranger. Oui, sur ce type d'événement, on voit à quel point la dichotomie qui est un peu trop faite de manière très cernée parfois entre tourisme et culture vient un peu s'effriter. Ça fait bien longtemps qu'il y avait un ministère de la culture et du tourisme depuis je crois pas mal de il n'y en a pas, et on continue effectivement à opposer parfois tourisme et culture. Alors justement, est-ce que Marie-Pierre Battani, quand on parle de rayonnement, on ne rayonne pas seul? C'est ce que vient de dire Guillaume Beignet. Donc comment est-ce qu'on construit un projet comme celui du fonds Hélène-Édouard Leclerc, mais qu'on le construit effectivement avec les acteurs du territoire, donc les collectivités, les entreprises privées, on l'a vu, puisque derrière un festival, il y a énormément de personnes qui travaillent. Comment est-ce que petit à petit, on arrive justement, ok, on a décidé de s'ancrer là, maintenant, on n'est pas seul. Il faut que ça fonctionne en capillarité, j'ai envie de dire. Il y a bien effectivement un moment de la décision et donc du « allez, on va y aller et on va s'ancrer là ». Par contre, comme je le disais, ce moment, c'est un vrai faux moment parce que pour le coup, rien n'arrive comme ça, comme un champignon au milieu de rien, et tout est déjà construit par des hommes qui se connaissent, par des hommes qui se parlent, et tout va être ensuite concrètement mis en œuvre par d'autres hommes et femmes qui se parlent, se rencontrent, et puis pierre après pierre qui vont porter les projets. Donc ça se construit comme ça, en fait. Le fonds Hélène-Édouard Leclerc, il y a une impulsion, mais ce n'est pas une impulsion qui part de nulle part, c'est plutôt la confirmation de quelque chose qui va trouver sa forme dans ce lieu et dans ce projet tel qu'on l'a porté. Et ensuite, on va s'entourer et on arrive sur un territoire qui est déjà occupé, qui est déjà investi, avec de très nombreux acteurs qui, pour le coup, nous accueillent avec plutôt beaucoup de bienveillance, de curiosité et envie vraiment d'amorcer avec nous l'aventure qui va se dessiner à Landerneau. Donc j'ai la chance d'avoir pu participer à l'ensemble des moments du fonds qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui et demain. Et ça a été d'abord l'histoire de 1001 rencontres, grandes et petites, qui ont concouru à chaque chose qu'on a pu faire. Donc avec une œuvre culturelle qui se veut accessible, avec, on peut le dire quand même, ici on parle d'économie et de culture, donc c'est pas un gros mot de parler d'euros et de tarifs, une volonté de rendre aussi une tarification accessible au niveau des prix d'entrée des expositions. Ça aussi, c'était important. Quand on dit l'accessibilité à l'art pour tous, ensuite, il faut s'en donner les moyens, il faut réfléchir aux moyens de cette accessibilité et qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Donc, on fait le choix d'une politique tarifaire payante, mais payante. Le ticket moyen pour visiter une exposition du fonds Hélène-Édouard Leclerc, c'est 4 €. Qu'on harmonise en vérité par rapport aux grilles tarifaires qu'on observe autour de nous et dans des lieux qui sont à la fois voisins mais qui nous ressemblent et qui nous ressemblent pas nécessairement dans les formats, pas nécessairement dans les programmations, mais dans leur désir de partager avec les publics. Donc on se met en adéquation en fait avec cette réalité du territoire et on avance comme ça. Donc la billetterie, c'est bien sûr l'un des leviers de l'accessibilité, enfin la manière dont on met une billetterie en place et les principes qui vont y présider. Et puis ensuite, c'est tous les outils qu'on va pouvoir mobiliser pour donner envie de venir. Et quand on est venu, de faire en sorte qu'on trouve ce qu'on est venu chercher et même plus encore. Alors, en l'occurrence, dans le cadre des expositions, c'est la découverte de l'artiste, du mouvement ou du projet qu'on montre. Et voilà. Et ça vient transformer aussi un territoire, parce qu'on va avoir du coup des expositions ouvertes le dimanche. Donc les gens, quand ils viennent à Landerneau le dimanche, comme vous dites,
Ils viennent voir une exposition, mais après ils restent. Il faut qu'ils aillent manger, ils vont se balader. Est-ce que ça a fait évoluer aussi le tissu local, qui petit à petit aussi, vous êtes rentrés en dialogue, et effectivement le tissu local a cherché aussi à s'adapter à ça. Vous ameniez une autre offre le dimanche que simplement la balade. On vient voir l'expo, on mange. Dans les mois qui précèdent la création du fonds et son ouverture, on passe beaucoup de temps avec tous les acteurs, en fait, les acteurs locaux. Et quand je dis les acteurs locaux, moi je parle toujours à l'échelle Landerneau. Landerneau, c'est un grand bourg de 15 000 habitants. On se parle vraiment avec des vrais gens, avec effectivement le cafetier d'en face, le restaurant d'à côté, l'hôtel. Et tout ça se fait main dans la main, en vérité. Donc c'est toujours difficile de répondre à tout ça. C'est tellement concret, en fait, et c'est tellement l'histoire d'un quotidien et d'une aventure qui se réinvente aussi tous les jours, puisque on sort malheureusement de quelques mois terribles, et qui sont terribles aussi pour toutes ces activités. Donc on continue de construire, et c'est vrai qu'évidemment, il y a un impact économique mesurable, non négligeable sur Landerneau, la communauté de communes et au-delà, mais c'est important, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est assez formidable d'ailleurs de pouvoir avoir ces discussions et échanger sur ces questions. Ce qui préside à l'action qui est menée au Fonds Leclerc, c'est vraiment, et là je dirais peut-être de manière plus politique et plus engagée, et c'est vraiment cette action dédiée à l'accessibilité à l'art pour tous, et avec tout ce que ça peut drainer. Alors certes, en termes de retombées économiques mesurables, encore une fois, mais aussi parce qu'on croit beaucoup que ça participe de la vie, de la société, de tout ce qui va pouvoir en découler. Donc ça part de la rue avec les cafetiers, les restaurants et toute la vie locale, et puis ça va bien au-delà. Alors Corinne Poulain, l'accessibilité à la culture pour tous, ça c'est l'ADN aussi de l'action publique. Comme on travaille justement sur l'attractivité, je parlais de tarifs. Il y a moins d'un mois, je pense, a été annoncée dans la presse la décision de Rennes Métropole de rendre gratuit l'accès, en tout cas, alors je crois que c'est pas sur les expos temporaires, mais aux équipements gratuits, l'entière gratuité des équipements, médiathèques, musées. Ça fait partie des stratégies pour rendre attractif une action publique qui était déjà sans doute pas très très chère non plus. Donc on est dans le symbole, je pense. Alors, je ne sais pas si on est dans le symbole. Alors, il y a deux raisons et qui n'ont pas été complètement explicitées encore, mais qui peut présider un peu partout en France, puisque ce n'est pas la seule ville ou métropole qui s'est engagée dans la gratuité ces dernières semaines. Il y a déjà, à côté des bibliothèques, quelque chose qui paraît peut-être assez absurde, c'est que le coût de gestion de la gratuité absorbe quasiment les recettes qu'on en tirait. Donc il y a un moment, quelque chose qui se dit que ce service public qu'est la bibliothèque, il peut être accessible à tous, et qu'en effet, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de l'ambition qu'un pays peut se donner de rendre accessible une bibliothèque dans les quartiers, un peu partout dans le pays. On a un maillage d'ailleurs exceptionnel qu'on nous envie ailleurs. Sur les musées, c'est une question plus délicate. En effet, le choix a été fait de distinguer les expos temporaires, qui sont payantes et qui vont rejoindre d'ailleurs les tarifs que vous annoncez, et de rendre accessibles les expositions permanentes. Moi, je suis assez militante de ça parce que, pour moi, la Révolution française, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit le grand patrimoine, les tableaux qui appartenaient au roi, maintenant, ils appartiennent au peuple. Et c'est ce qui a présidé au Louvre, qui était un palais royal et qui est devenu le musée de l'ambition républicaine. Et à l'échelle de nos territoires, c'est aussi ça qu'on rejoue. Donc, moi, je suis assez sensible au fait que le patrimoine soit gratuit, toutes les collections patrimoniales. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas fragiliser. Et on le voit même nous, à l'échelle des Champs Libres, nos collègues qui dépendent, eux, des recettes. L'espace des sciences dépend complètement de recettes. Donc il faut qu'on arrive, nous, à trouver une stratégie d'établissement qui fasse que ne soit pas reproché à l'association le fait qu'elle conserve payante son équipement. Voilà. Donc la gratuité s'est mise très vite en place. Donc on n'a pas pu anticiper
toute la façon dont on allait communiquer dessus, mais c'est un vrai sujet. Pour nous, un sujet aussi si on reparle de sujet d'attractivité, les champs libres sont à une centaine de mètres de la gare de Rennes. C'est vrai que l'idée de dire vous avez 2 heures entre 2 trains et vous pouvez venir faire un saut aux champs libres, pour nous c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'on a en effet, nous les habitants d'un territoire en objet, en sujet plutôt, excusez-moi. Mais on sait que l'attractivité de nos lieux, notre rayonnement, c'est-à-dire le fait que des gens de l'extérieur viennent, a un impact très positif sur les gens. Ça vient animer, on le sait, dans notre secteur, le sentiment de fierté qu'on peut avoir. Ça doit avoir un vieux lien avec l'histoire de l'herbe plus verte ailleurs, donc les gens pensent que c'est plus vert chez nous, donc c'est qu'on a peut-être intérêt à goûter aussi l'herbe. Qu'on a à goûter. Voilà. Donc c'est très important pour nous, cela. Finalement, c'est un miroir. La population a parfois besoin d'un miroir extérieur pour se rendre compte que son territoire a un intérêt. Il y a aussi une appétence au rassemblement. On le voit lors, par exemple, des journées du patrimoine, c'est-à-dire des choses qu'on peut voir toute l'année. On va les voir notamment le jour où on peut y voir. Le faire avec d'autres gens. Donc, je crois qu'à l'endroit où on est, dans le secteur, dans le contact culturel avec les personnes, on sent très fortement ce besoin d'être ensemble. Et c'est un défi de nos lieux que de pouvoir l'incarner, l'accueillir, avec peut-être pour nous une facilité par rapport à des lieux dédiés comme un théâtre ou même un lieu uniquement dédié aux expositions. C'est qu'on peut rentrer au Champ Libre simplement pour travailler. Et d'ailleurs, on est aussi beaucoup une BU, notamment en ce moment. Donc, il y a plein de façons de venir, en tout cas, au Champ Libre, et c'est un des axes très forts du projet actuel. Alors justement, on va, même si on n'a plus beaucoup de temps, simplement évoquer le « et demain ». On peut se dire aussi que le fait de passer à la gratuité, et peut-être que vous allez lancer d'ailleurs un effet domino, puisque ça va questionner, j'imagine, les autres médiathèques et une politique de lecture publique dans les autres villes. Est-ce que on l'a dit avec Monsieur Alouard tout à l'heure, les pratiques culturelles sont en train de changer, ont commencé à changer, risquent de continuer à changer puisqu'effectivement la situation va se maintenir à minima. Est-ce que le fait aussi d'accorder la gratuité, on se dit que les gens ont peut-être eu beaucoup d'appétence pour de la culture consommée à travers écran et qu'il faut leur rappeler qu'une culture, ça se pratique, ça ne se consomme pas simplement. Est-ce que ça peut être aussi un levier que d'aller chercher à travers la gratuité d'autres publics, reconquérir un public ou aller chercher d'autres publics ? C'est pas, je dirais que la gratuité, elle sert à peut-être ne pas être dans une pratique de consommation de nos lieux, mais une pratique vraiment d'appropriation. L'enjeu de la gratuité, c'est pouvoir se dire, je peux aller 10 fois dans l'année au musée, je peux y aller entre midi et 2, je peux dire à mon fils, tu vois, tu as appris hier ce que c'était qu'un lit clos, tu ne sais pas ce que c'est, tu peux aller au musée de Bretagne en voir un. C'est ça, c'est changer, et ça, je pense que c'est important pour sortir justement, pour donner à la culture sa juste place. C'est-à-dire la culture, et là je rejoins complètement ce que disait Jean-Michel, c'est que le dialogue avec l'économie, il est passionnant. Et moi, j'en suis vraiment notamment une fervente supportrice, mais j'ai pu le voir, notamment, je vous parlais du quartier de la Gare. J'ai reçu plus d'échos de la part du groupe Déméter et de Pierre Ruello sur comment on fait bouger ce quartier, finalement, de vraiment ce qu'étaient les aménageurs pour dire on est un équipement culturel à 50 mètres, que fait-on ? Mais il ne faut pas confondre. Ça ne veut pas dire qu'on doit le dialogue, il est fructueux, parce qu'on est différents. et du coup, je pense que l'enjeu pour la culture, c'est du coup ne pas être dans une pratique de consommation, mais vraiment d'émancipation. Et pour ça, il faut un commerce régulier. Alors, j'emploie un terme économique, mais un commerce régulier avec les œuvres,
Et nous, notre enjeu, c'est que les gens se rappellent que ce service public est à eux. Et qu'il fait partie prenante de l'environnement. On parle de culture domestique, presque. J'avais pas utilisé ce mot, mais il peut résumer. On me fait signe, alors je suis bien désolée parce qu'il y a encore plein de choses, mais bon, ça va être l'occasion pour vous, entre vous, d'échanger. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous à 14h30. On va essayer de tenir le timing. Et bon appétit et à tout à l'heure.